Voilà, mais réunis Encore. pour, nous voilà réunis C'est pour bon. Alors, nous voilà réunis pour ce dernier débat en live du festival avec un film dont nous allons parler tout à l'heure. Mais Olivier, je te propose qu'on fasse un petit zoom sur tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, Avec, bonsoir à tout le monde. Bah, vas-y, commence. Cathy, de ton côté, c'était un beau festival, en tout cas, une belle édition. Malgré le fait alors, d'être en ligne, mais justement, ça permet de voir les choses différemment et d'être en connexion avec des spectateurs, on l'a appris hier encore, du monde entier. alors, je vais commencer par parler de films dont je sais que tu n'aimeras pas parler. C'est un film sur le Mustang que tu as fait toi-même. Je sais que tu n'aimes pas parler de tes œuvres. Donc, ce film sur le Mustang, qui est une pure merveille et qui a été tourné avec Gérard Gérard Muller. Muller. Gérard Muller, qui est un handicapé et aveugle, et que nous avions accueilli dans le festival il y a quelques années, quand il était parti avec toi à traverser le lac Baïkal. Et ton deuxième film, donc, on a accueilli, qui est le El Chepe. Donc là, tu es parti, c'est un auteur voyageur dans un train et qui a traversé le Pérou avec des paysages, des rencontres. Le Mexique. C'est le Mexique? Ah bon, pardon. Et avec des paysages et des rencontres extraordinaires. Et puis, on a eu aussi des rencontres avec Reza et toi sur des témoignages. Alors là, c'était plus dur quand même parce que c'était des témoignages de guerre, mais vraiment des moments forts du festival. Et ensuite, on a eu aussi des moments qui nous ont amenés dans des endroits qui étaient vraiment magiques, comme par exemple l'expédition, enfin magique, façon de parler. L'expédition SAM 1300. Je ne sais pas, Olivier, je ne sais pas toi, mais moi, c'est une expédition qui m'a un peu marquée. Oui, parce que c'était une expédition scientifique et humaine dans la ville la plus élevée au monde. Expédition et film, donc on peut revoir encore sur la plateforme jusqu'au 10 décembre, comme tous les films de la sélection. Et c'était un film incroyable, sur une ville de chercheurs d'or, la ville la plus haute du monde. Oui, oui. Et puis on a rencontré aussi une Brésilienne qui était revenue retrouver ses racines après un exil, pas un exil, elle a dit non d'ailleurs, c'était pas un exil, c'était elle est partie quand elle avait 8 ans et elle est revenue après retrouver ses racines. C'était vraiment beau. On est parti en Islande, on est parti dans les Carpates, on est parti au pôle Nord avec Paul-Émile Victor. On en a fait des trajets et des rencontres fabuleuses. Et là, ce soir, on finit en beauté avec un film vraiment qui ne laisse pas indifférent et qui m'a beaucoup marqué. Et j'avoue l'avoir regardé plusieurs fois. Et à chaque fois, j'avais les larmes aux yeux et j'avais un pincement. C'est vraiment un film extraordinaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais... Oui, absolument. C'est un très, très beau film. Moi, j'étais vraiment fasciné par l'histoire de cette population des Palawan, des Palawan, pardon, les Taoubatu, et bravo à Isabelle Coulon qu'on accueille, et puis Jean-Michel Corillon, ici, donc auteur de films et photographe pour Isabelle, et puis Jean-Michel qui est réalisateur de documentaires. J'allais dire réalisateur au long cours. On se connaît, Jean-Michel, parce qu'on s'est déjà vu dans quelques festivals et je crois être un voyageur à Saint-Malo d'ailleurs. Et j'avais beaucoup aimé certains de tes films. Alors, donc, on va commencer quand même par Isabelle, donc, qui est photographe. Là, mais je vais peut-être vous abandonner et je vais vous laisser. Tu peux rester avec nous, c'est un plaisir. Mais je reviendrai tout à l'heure, Olivier. Je vous laisse tous les deux parce que comme ça, je crois qu'il y a de belles images à regarder. Oui, elles sont à tout à l'heure. À tout de suite, Cathy. Et merci encore, et merci au Festival Terre d'ailleurs de nous accueillir, d'accueillir
photographes comme Isabelle, réalisateurs comme Jean-Michel, des explorateurs, des scientifiques, des écrivains, quelquefois sur 2-3 thématiques mélangées, ethnologues aussi, hein, comme Patrick Bernard, dont on a vu le film sur l'Arunachal Pradesh en Inde il y a quelques jours. D'ailleurs, film qui me fait penser au vôtre, Isabelle et Jean-Michel. Alors Isabelle, donc, qui est photographe, hein, auteur et assistante réalisatrice de documentaires. On sent vraiment que ce film-là, en tout cas, est fait à deux. D'abord, il y a le voyage, et puis bien sûr, il y a le montage et la réalisation quand on revient, une fois qu'on amasse tous les rushs, comme on dit. Hein. Et puis donc Jean-Michel, qui est documentariste, hein, qui a fait plusieurs films de toute beauté, des films au long cours, je disais, parce que tu prends ton temps, tu soignes l'image, et enfin tous les deux, vous soignez vraiment l'image, et je crois que c'est important dans votre démarche à tous les deux. Et tu as quand même un tropisme, un intérêt très marqué pour des peuples menacés, des peuples oubliés, des peuples en voie de disparition, qui sont évidemment des peuples premiers, comme on dit maintenant en ethnologie, dont font partie les Tao de Batou de Palawan. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, et on est vraiment ravis de vous avoir pour ce très très beau film, encore une fois, Le Dernier Refuge, un beau titre aussi. Il est magnifiquement réalisé. Bon, on sent que c'est aussi engagé physiquement, hein, pour vous deux, pour toi Isabelle, pour toi Jean-Michel. Alors j'en profite tout de suite pour dire aussi qu'avec nos spectateurs, en France, à Toulouse, en France et dans le monde entier, vous posez des questions à Isabelle et à Jean-Michel, je les transmets et ils vous répondront. Alors à la fois sur le plan large, hein, l'avenir de cette population et de ces ethnies, même à Palawan, et ailleurs peut-être, hein, dans l'Asie du Sud-Est, ces peuples premiers qui sont quand même menacés, y compris, on va peut-être en parler tout à l'heure, par l'évangélisation, et puis plan serré, la technique, comment ça s'est passé, etc. Alors moi, plein de questions, hein, j'y vais directement. D'abord, les précédents voyageurs, certains auteurs de documentaires qui ont essayé de se frotter à ce voyage, ont été victimes de la malaria. Comment ça s'est passé pour vous? Donc, c'est engagé, vous partez avec beaucoup de matériel, vous partez pour longtemps. Peut-être Isabelle, tu peux nous répondre? Ouais. On était parti pour quelques semaines. Non, c'était assez difficile, hein, physiquement. Mais en fait, quand on prépare un film, quand on rêve d'un film, on ne se dit pas que ça va être difficile. C'est presque comme si on n'allait pas le faire. Et puis, parce qu'il y a tellement d'aléas, c'est tellement difficile de monter des projets, et puis il faut les écrire, il faut que ça plaise, c'est tout un boulot. Et finalement, presque, quand on y va, on se dit, oh, mais c'est dingue, voilà, on va y aller, quoi. Donc, cette fois, c'est plus du rêve, il faut y aller. Le premier jour, donc on avait un fixeur avec évidemment toute une équipe, on ne peut pas partir comme ça. Généralement, dans les équipes, les gens prennent très soin de moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Donc voilà. Et le premier jour, on nous a déposés devant la forêt, puis on nous a dit, bon, bah voilà, on y va. Et en fait, avec Jean-Michel, on s'est regardé, on avait je sais plus, 3 jours d'avion dans les pattes et des heures de voiture. Et on s'est dit, non, on va pas faire comme ça. On va imaginer une autre façon de faire. Voilà, mais oui, de toute façon, c'est des voyages qui sont uniques. Et qui sont engagés. Jean-Michel, oui, donc Isabelle le disait à l'instant, donc 3 jours d'avion, ça se mérite quand même Palawan. Hein, il faut prendre un avion jusqu'à Mani avec des escales, après de Mani à Palawan. C'est vraiment isolé. Comment vous deux, ou peut-être toi en particulier, vous aviez entendu parler de l'existence des Tao de Batou? Parce que c'est incroyable cette histoire de peuplade totalement oubliée. Ben oui, tu le disais très gentiment. Moi, j'ai découvert les docs ethno il y a une trentaine d'années. Et c'est vrai que j'ai une grande passion pour ces peuples premiers qui tentent de vivre leur vie face à ce qu'on appelle vulgairement la mondialisation. Et puis, j'avais été vraiment fasciné par tout le travail de Pierre de Vallombreuse, qui connaît très bien les Tao de Batou et qui avait fait un ouvrage remarquable il y a 2 décennies de cela sur les Tao de Batou. Et je m'étais toujours dit, un jour j'irai voir, d'abord rencontrer ce peuple et voir de quelle manière ils ont évolué. Et donc on en a beaucoup parlé avec Isabelle et puis on a monté ce projet.
et c'était vraiment une envie très, très, très forte parce que c'est un peuple qui, pour moi, enfin pour nous d'ailleurs, représente beaucoup, à la fois beaucoup de souffrance, tu vois, beaucoup d'adversité. L'endroit est dingue. Ils ont vécu de manière très, très protégée pendant des décennies. Tu sais, c'est le président Marcos qui, le premier dans les années 70, a fait ce qu'on appelle un raid dans cette région en hélico plusieurs fois pour d'abord explorer la région qu'il ne connaissait pas, le sud de Palawan, qui est une région riche de minerais. Et il a tenté, puisqu'il savait qu'il y avait des populations, de distribuer, tu vois, vêtements, nourriture, etc. C'est vraiment le premier vrai contact avec l'homme blanc que cette population a pu avoir dans ces années-là. Et puis après, il y a la communauté scientifique qui les a étudiés, découverts vraiment. À l'époque, ils étaient 900 à peu près. Et, euh, et le gouvernement philippin n'a eu de cesse de les sédentariser, bien sûr, de les contraindre à une vie plus d'agriculteur, tu vois. Intégré. Ouais, et donc rapidement, de 900, ils sont passés à 600. Et puis je crois que quand nous les avons rencontrés, on parle à peu près de 200 Taoubatu qui sont aujourd'hui victimes de tout un tas de choses. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que leur mode de vie a réellement changé. Maintenant, ils s'ouvrent un peu plus au monde, ils sont curieux. Rends-toi compte que dans les années 70, certains ne savaient même pas n'avaient jamais vu la côte de l'île de Palawan. Donc, ils vivaient vraiment reclus au cœur de la jungle. Alors, les atteindre aujourd'hui est encore très, très difficile. Il y a très peu de visiteurs, en fait. Hein. Et puis, tu parlais de la malaria. On parlait de la malaria tout à l'heure. C'est une des zones les plus dangereuses au monde. Malheureusement, il y a trois journalistes en 2015 qui sont décédés tous les trois de la malaria. Un est mort en Californie, les deux autres sont morts aux Philippines. Il faisait d'ailleurs un sujet là-dessus sur la malaria. Donc c'est très dur, c'est très montagneux. La région qu'on a explorée aussi est un point culminant de l'île de Palawan. Donc voilà, c'est un projet très très important pour nous et qui est... Oui, bien sûr. Alors, les Taoubatu ont été sédentarisés dans une vaste plaine où ils vivent encore aujourd'hui. Mais là, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. On a eu la chance de rencontrer une micro-population insoupçonnée. C'est-à-dire que même notre guide ne connaissait pas l'existence de l'endroit où nous avons été et qu'on a découvert, ce qui est extraordinaire et c'est unique dans la vie de documentariste comme on l'est. Oui, bien sûr. Oui, engagé, puis vraiment, enfin, il y a le projet, puis après, il y a évidemment toute la réalisation. Mais quand j'ai réalisation, c'est les physiques matérielles, puis après la réalisation du film. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la narration, parce que même l'histoire, voilà. Il y a une histoire, vous avez déroulé l'histoire. On descend dans la plaine ou à la ville, à Rizal, et puis on remonte, etc. Et c'est incroyable. Mais j'aimerais revenir sur le côté ethnographique, on va dire, de cette population qui appartient quand même au groupe des Palawan, hein, on peut le dire. Hein. L'ethnie des Palawan qui fait quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais bon, les dialectes ne sont pas les mêmes. J'imagine ça doit être difficile de trouver le bon fixeur, accompagnateur. Mais d'abord, Isabelle, pour reparler de l'histoire, 1978, on découvre les Taoubatu. Ça paraît incroyable, donc c'est il y a 42 ans, alors qu'on pensait avoir tout découvert des ethnies perdues au fin fond de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, des îles Célèbres et autres. Et là, il y avait une population quand même inconnue ou pratiquement inconnue. Comment ça s'est passé, ça, alors? C'était vraiment une découverte inédite. C'est pour ça que ça nous intéressait beaucoup, parce que c'est justement une des dernières ethnies à avoir été découverte. Donc, c'est comme si aujourd'hui, presque, on découvrait des gens quelque part. Voilà. Et moi, je m'imaginais... On a beaucoup... Par exemple, on a beaucoup lu tout ce qu'on trouvait sur le sujet avant de partir pour écrire, etc. Et
Et on avait lu il existerait sûrement dans des endroits encore des gens qui vivent dans des grottes, mais très éloignés dans la forêt. Enfin, voilà, et il se trouve que on a rencontré une de ces personnes. Mais voilà, mais c'est jamais. C'est comme ça, quoi. Enfin, alors, ce qui est beau aussi dans le film, c'est le côté, je ne veux pas dire paradis perdu, mais on voit bien, il y a ce dilemme, hein, compris entre les deux sœurs, avec Ranis et sa sœur. Qu'est-ce qu'on fait? On descend, on remonte. Alors, ça me fait penser à ton film, qui est un très beau film, Jean-Michel, que j'ai vu donc dans un festival, Devenir femme aux Anscars, où il y avait aussi un petit peu ce dilemme, est-ce qu'on descend depuis les Anscars? Et là aussi, c'est un film engagé, hein, des jours et des jours de marche, avec beaucoup de matériel pour filmer, avec une très belle esthétique. Mais encore une fois, c'est une esthétique mise au service d'une narration. Ce n'est pas de l'esthétisme gratuit. Hein. C'est vraiment une explication par l'image et la narration, parce qu'on oublie aussi qu'un film est écrit et le texte est souvent démarqué d'images. Et donc, l'autre... Zanskari, l'autre jeune femme de 18 ans, si j'ai bonne mémoire, qui restait donc aux Anscars. Et là, il y a ce dilemme aussi, est-ce qu'on descend, est-ce qu'on remonte, est-ce qu'on reste à Rizal, etc. Et voilà, c'est très émouvant ce film. Alors, j'en profite aussi pour demander aux spectateurs, il y a des questions qui commencent à s'afficher, il y en a plein, donc tant mieux. Je vais vous les lire. Hein. Donc d'abord, non pas une question, mais une affirmation. Quelle finale de festival? 3 points d'exclamation. Et j'approuve haut la main. Ce film est exceptionnel, ce peuple est bouleversant, le début m'a totalement chamboulé. D'ailleurs, oui, à propos, Jean-Michel, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure, mais et aussi Isabelle, la caméra qui n'est même pas présente. Comment votre ami, donc Calacan, oublie la caméra et les autres aussi. Donc c'est magique. Hein, voilà, c'est aussi la puissance de votre film. Alors Chris qui dit un témoignage à la fois fort, poignant, particulièrement touchant. Ça revient. Ils sont les victimes de notre mode de vie. On va en parler justement tout à l'heure, hein, sur la mondialisation ou pas, cette attraction, est-ce qu'il faut la suivre ou pas? Alors, une question, Evelyne. Au début, vous dites que la scolarisation des enfants n'avait pas été possible. Pourquoi? Jean-Michel, tu peux répondre? Ouais, c'est difficile parce que d'abord, il y a le problème de la langue. Et ces populations ont beaucoup de mal. Tu nous posais la question tout à l'heure. C'était très compliqué pour nous aussi de dialoguer avec eux parce que donc ils parlent le palawan. Donc il faut traduire palawan anglais, anglais français. Oui, alors le tagalog. Le tagalog, pardon, je te coupe. Le tagalog étant la langue vernaculaire des Philippines, la langue globale. Voilà. Le palawan étant un dialecte. Hein. Tu vois, on avait tout un tas de barrières et oui, scolariser les enfants, c'est compliqué. D'abord parce qu'ils sont vachement stigmatisés, ces petits, quand ils sont à l'école. Enfin, faut imaginer quand même ce qu'ils peuvent ressentir. Et ils n'arrivent pas à trouver de place. Alors ça, c'est pour les enfants. Et puis les parents, alors là, c'est clair et net, ils sont au niveau travail esclavagisés, il n'y a pas d'autre mot. La plupart n'ont pas de papier, tu vois. Et ils vivent sous la contrainte, réellement, enfin on l'a vu, sous la menace, sous la contrainte d'employés sans vergogne qui les exploitent, qui pour rien du tout, quelques euros, si on convertit en euros par jour, et ils sont condamnés au travail forcé. Enfin, c'est vraiment, tu vois, on ne peut pas parler d'intégration, il n'y a rien n'est fait pour pouvoir intégrer ces gens à la vie moderne, à la vie des Philippins d'aujourd'hui. Et donc, ils sont raillés, on se moque d'eux. On se moque d'eux et ils n'ont pas leur place, si tu veux. Et c'est ça qui nous a beaucoup à la fois choqués et à la fois fascinés avec Isabelle. C'est que, et on le dit d'ailleurs dans le film, en ville, ils ne sont rien et dans leur habitat naturel, ils sont tellement intégrés à cet environnement que ça en devient fascinant. Mais difficile pour eux, quand tu vis en ville, de montrer tout leur savoir, si tu veux, tu vois. Et je ne parle pas que de survie, hein, c'est une connaissance de la nature, c'est vivre en symbiose, ce n'est pas un vain mot pour eux. Enfin, tu vois, et là, ils sont quelqu'un.
et quelqu'une. Et alors qu'en ville, ils ne sont rien et les gens ne les comprennent pas. Enfin, tu vois, il y a un décalage profond. Donc, on n'arrive pas à scolariser les enfants et les parents n'arrivent pas à trouver leur place dans la société philippine moderne d'aujourd'hui, malheureusement. C'est un vrai dilemme, évidemment, on le sent pour Rideau, le chef de famille qui n'a pas quitté Ouais. en fait, au-delà de la grotte, les montagnes. Mais Ouais. voilà, c'est la précarité, parce qu'on sent bien qu'il y a une autarcie précaire. Hein. L'économie de subsistance est vraiment extrêmement fragile. Hein. C'est dit très, très bien dit dans le film pour la nourriture pour les enfants en particulier. Puis le fait d'aller à la ville, on est surexploité. Alors, il y a pas mal de questions, et tant mieux. Donc, d'abord, magnifique film de Marie-Pierre. Marie-Pierre qui nous pose sa question. Comment avez-vous fait pour retrouver votre chemin pour repartir de la grotte? Et la suivante, hein, je la pose également à Isabelle. Est-ce que vous êtes retourné sur place depuis ce tournage? Est-ce que vous avez des contacts? Comment vont-ils actuellement? Isabelle, tu peux raconter un petit peu le chemin du retour et des nouvelles? Le chemin du retour, ça a été assez tendu, comme vous pouvez l'imaginer, parce que avec cette histoire de bombes qui explosent tout d'un coup, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. C'est une zone qui est hyper instable quand même. Il y a des milices armées. Enfin bon, puis même si on s'en doutait, on apprend tout un tas de choses comme ça, évidemment, quand les choses arrivent. Bon, c'est pas comme tes zones de conflit, Olivier, mais tu vois, tout d'un coup, tu te dis, oh là là, on est au milieu de la forêt et tout peut extrêmement mal tourner. Et donc, c'était assez compliqué. On a attendu deux jeunes de notre équipe qui ne revenaient pas et on ne savait pas où ils étaient. Donc, tout le monde est resté très calme. On a fait nos affaires. Alors, ça prend un certain temps. Puis, il faut manger aussi parce que comme c'est loin, il faut manger avant de partir. Donc, on n'est pas parti si vite que ça en laissant tout. Et puis voilà, après, nous, on avait un fixeur, on était entourés. Hein, le chemin, c'est eux qui le tracent. Et puis d'ailleurs, ils avaient envoyé des gens parce que, aux Philippines, il y a beaucoup d'armes. Et nous, on n'était pas armés, mais dans notre équipe, même s'ils nous avaient dit le contraire, il y avait des gens qui étaient armés. Et donc, ils sont partis en amont. Eux se sont mis en mode protection, quoi. Et donc, ils sont partis en amont. Et une fois que ces deux personnes ont été revenues, heureusement saines et sauves, on a pris la route du départ. On a laissé partir devant, justement, quelques gardes du corps, entre guillemets. Et puis après, nous, on a pris le chemin. D'accord. Et vous avez des nouvelles, donc, Alors, pas tout en place, c'est difficile pour le retour? Alors, c'est assez difficile. On avait eu des contacts parce qu'il y a une grotte. Il y a plein de grottes, notamment les Tabon Caves à Quezon. Et en fait, on avait fait une projection au Musée de l'Homme et ils avaient arrêté en fait toutes les recherches dans ces grottes parce que c'était extrêmement dangereux et que toutes ces histoires de groupuscules armés, etc., avaient pris beaucoup de place. Je sais que le gouvernement philippin a fait une espèce de nettoyage de tout ça il y a pas très longtemps. Ce qu'on sait aussi, c'est que notre équipe de fixeurs n'est jamais retournée là-bas et ils aimeraient bien y retourner. Apparemment, ils vivraient toujours des nouvelles des gens qui font un peu entre les deux, qui naviguent entre la ville et la forêt. Ils seraient toujours dans la grotte, ils habiteraient toujours dans la forêt, ils ne seraient pas revenus. C'était pas vain. Enfin, si vous voulez, pour eux, je pense que c'était vraiment. Ils avaient essayé la ville et en fait, ils s'étaient rendus compte que c'était encore pire, en fait. Ça, on le sent bien dans le film, hein, absolument. Et du coup, ils étaient évidemment très tristes de rentrer dans la forêt parce qu'elles se séparaient, les deux sœurs. Mais on va reparler encore, on va reparler de la bombe parce qu'évidemment c'est intriguant à savoir si c'était destiné à vous, un message comme c'est dit dans le film, ou un groupe armé, ou contre les taux de bateau. Alors une remarque d'Isabelle, une autre Isabelle, un film magnifique, époustouflant, terrifiant aussi. Une vie, une famille et une tribu en sursis à cause d'un mode de vie occidental
et respectueux de ces peuples. Alors ça, c'est une affirmation. Ensuite, une question de Lily. Comment avez-vous fait pour vivre avec eux? Est-ce que vous avez mangé comme eux? Avez-vous finalement goûté les chauves-souris? Apparemment, Jean-Michel, tu en avais goûté avant et après, tu as une surdose. Raconte-nous. Le mode de subsistance pour vous, il y avait, je pense, pas mal de pâtes derrière dans le sac à dos. Ouais. Du riz. On avait quand même emmené de quoi manger comme on fait d'habitude, tu vois. Tu as l'habitude, donc oui, on avait plutôt, on avait prévu le coup. Alors, on n'a pas partagé grand-chose avec eux parce qu'eux n'ont pas grand-chose à partager. En revanche, on a partagé ce qu'on avait avec eux assez souvent. Tu vois, ils venaient manger avec nous et ça, c'était plutôt sympa. C'est vrai que le riz, il manque. On le voit dans le film d'ailleurs. Ils ont très peu à manger et ils souffrent énormément de ça parce que la déforestation qui galopante fait que le grand gibier a quasi disparu. Donc, ils se contentent de peu. Depuis quelques années maintenant, ils s'orientent plutôt vers les ressources halieutiques. Tu vois, ils sont très, très. Heureusement, il y a des rivières et les rivières sont riches. Et donc, ils pêchent beaucoup maintenant. D'ailleurs, c'était une des plus belles séquences du film. Oui, c'est vrai. De les voir pêcher, c'était Le vraiment. harpon en bois, etc. Ouais. Ils sont un génie. Même des lunettes de plongée en bois, je ne sais pas si tu as Ah fait. bon? Je me demandais d'être sorti. Elles sont en bois, oui. Elles sont en bois, elles sont sculptées. Ouais. Ils ont récupéré des tout petits bouts de plexi et ils ont sculpté des vraies lunettes de plongée en bois. C'est magnifique. Enfin, même le harpon en bois, enfin, tout. Et voilà, donc il n'y a plus beaucoup de gibier, il y a presque plus de singes maintenant. Oui. Donc, ils vont chercher le gibier de plus en plus loin. C'est pas Ido, hein, c'est Aito, voilà, c'est ça et son compagnon. Ouais. Donc, on a senti que la nourriture, c'était un vrai problème. Ouais. Et d'où ce que disait Isabelle tout à l'heure, le dilemme horrible d'être tenté par la ville et tout ce qu'on peut y trouver, acheter, etc., les vêtements. Enfin, ils ont des étoiles qui brillent dans les yeux, tu vois. Et puis, malheureusement, ils ne peuvent pas y accéder parce qu'ils n'ont pas l'argent pour, donc ils préfèrent rentrer tout en sachant que la vie sera très difficile dans la forêt et il va falloir s'abriter dans les grottes comme ils l'ont toujours fait. Enfin, tu vois, le dilemme est poignant. Enfin, vraiment, ça nous a beaucoup. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, hein, c'est bien raconté et je trouve qu'il y a une similitude avec deux autres films qu'on a projetés tout à l'heure, Ouch sur le fin fond de l'Amazonie, l'État d'Acre, avec les Indiens Wickwin. Et puis l'autre film qui est un peu plus proche de votre zone, hein, qui est le film de Patrick Bernard, donc sur les rois chamans, en fait, sur l'Arunachal Pradesh, avec une petite tribu, mais qui a valeur universelle. Et votre film, c'est pareil, hein, c'est les gens, donc les Taotbatu de Palawan, mais voilà, c'est la mondialisation, c'est évidemment la précarité, c'est peut-être aussi la chasse par d'autres groupes, y compris des groupes armés qui privent, comme les Amérindiens, ces tribus de leur subsistance, de leur garde-manger, etc. Alors, il y a plusieurs questions et on revient un petit peu sur le plan serré aussi. D'abord, Cathy, comment avez-vous fait pour gagner leur confiance à ce point? Et François, c'est un film très angoissant et très émouvant. On aurait envie de les aider, mais comment? Qui veut répondre, Isabelle, peut-être ou... Bon, vas-y, réponds. Ben, je commence. Ouais, vas-y. Non, écoute, la confiance, c'est un peu notre... Enfin, comment dire on essaye toujours très humblement, quand on part comme ça, de partager des moments avec les gens qu'on rencontre. Je pense on est curieux, ils sont aussi curieux, eux, de nous rencontrer. Et on passe beaucoup de temps hors caméra, hors photo, à échanger. Souvent, on amène des photos de là où on vit, etc. Enfin, tu vois, on parle beaucoup. On vit beaucoup aussi au contact des gens qu'on rencontre. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, la caméra n'est plus là parce qu'on partage tout. Tu vois, s'il ne faut pas dormir, eh ben, on ne dort pas. S'il faut aller chasser, on va à la chasse, etc. Donc, c'est
c'est cette humanité-là qu'on essaie de rechercher très modestement, encore une fois. Hein. Et Oui, puis, on le sent bien. C'est une œuvre ouais. de témoignage. Enfin, c'est un engagement et ça revient aussi à tes autres films. Hein, et je n'ai pas vu le film précédent d'Isabelle, mais j'espère le découvrir. En tout cas, tes films, hein, je parle du monstre du Tanganyika, Devenir femme aux Anscars, je l'ai cité tout à l'heure, Teuura, L'homme qui parle au requin, et Passeur d'âme, très beau titre aussi. Et je signale d'ailleurs, avant de passer la parole à Isabelle, que on a des ouvrages, hein, les ouvrages de tous les intervenants, des participants, donc voyageurs, documentaristes, réalisateurs, écrivains, voyageurs, qui sont sur le site de Terre d'ailleurs, donc la plateforme sur laquelle vous voyez cet échange et sur laquelle vous avez vu le film. Donc Ombre Blanche, qui est notre partenaire à Toulouse, hein, qui est ouverte depuis hier, mais il faut aussi commander. Là, c'est cliquer et délivrer. Donc vous regardez sur la page, l'onglet en haut, dans la barre verte marquée librairie. Vous déroulez, vous regardez les livres des uns des autres et donc commandez, c'est important pour les auteurs, mais aussi pour les librairies, surtout en ce moment. Donc Isabelle, sur le fait, parce que c'est un film quand même donc engagé, je le disais, mais aussi dans l'empathie, dans la compassion. Vous ne faites pas ce film par hasard, tous les deux. Vous n'allez pas là-bas risquer votre vie, les bombes, un groupement de guérilla ou de trafiquants, etc., et la malaria, donc par hasard. Alors, comment peut-on faire une fois qu'on revient, enfin là je parle pour nous, le public, une fois qu'on a ce témoignage de votre part qui va perdurer, et le film est déjà sorti il y a un petit moment, comment peut-on les aider, comme demande donc notre amie Françoise? Ben, franchement, oui, alors d'abord, je voulais répondre. Non, on ne fait pas ça par hasard, parce que en fait, c'est un peu, enfin, encore une fois, humblement, euh, ça nous semble nécessaire de parler de ces gens et parce qu'on pense et ça va rejoindre la question, on pense que c'est foutu. On pense que la mondialisation fait que de toute façon, ces populations, elles ont déjà été plus ou moins semi-sédentarisées, intégrées autant que possible par les gouvernements, l'évangélisation dans les sociétés, avec évidemment des rêves de modernité, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop comment on peut faire pour préserver toutes ces populations du grand élan mondial dans lequel on se trouve et on ne sait pas trop quelle place ils peuvent avoir. Moi, évidemment, enfin, on en rêve qu'ils aient une place et une vraie place et une diversité, etc. Mais aujourd'hui, on tend quand même ben, à lisser de tout ça. Voilà, il faut s'intégrer dans des Ouais. dans un- Et, dans un- et il y a toujours cette question de l'évangélisation dont vous parliez tout à l'heure. Hein. C'est un peu une colonisation des âmes sans les armes, mais avec l'évangile. Et à propos des Théo de Batou, je me rappelle qu'il y a une ethnologue qui doit s'appeler Madame Revel, si j'ai bonne mémoire, du CNRS et de la Maison des sciences de l'homme, donc c'est l'école des hautes études en sciences sociales, qui est une des grandes écoles universitaires d'ethnologie de par le monde, avec Lévi-Strauss et des scolaires entre autres, et Mallory et Godelier. Et elle disait que quand il y avait cette évangélisation des Tao de Batou dans les villages ou dans les villes, très souvent, donc d'abord, évidemment, c'est la cessation de toutes les croyances paganistes, animistes, polythéistes, etc. Il n'y a pas de syncrétisme, hein, contrairement à d'autres formes d'évangélisation. Et puis, deuxièmement, si vous comportez mal, c'est l'enfer. Et ça a effrayé évidemment les Tao de Batou, il faut le dire. Alors, une remarque de Jean-Claude Rabin, seconde fois que je vois ce film, toujours avec la même émotion, très heureux de vous revoir tous les deux. Alors, il y a plein de questions, et tant mieux. Hein. Est-ce qu'il y aurait un intérêt financier à chasser, voire à faire disparaître cette ethnie à cause des minerais? Tu y as un petit peu répondu, Jean-Michel, mais on va y revenir. Et puis, deuxièmement aussi, par rapport à la bombe, c'est un peu la même question. Hein. Est-ce que vous savez qui était derrière cet explosif? Pourquoi? Et savez-vous si ça a porté préjudice à ce peuple, y compris donc avec votre présence et la sortie du film? Alors, oui, la question c'est ça. Est-ce que le film peut apporter un bienfait ou pas, quoi? Jean-Michel, tu peux répondre Oui, là-dessus. alors, concernant la pression que vivent les Tao de Batou sur leur habitat, on a maintenant la quasi-certitude, et Isabelle en parlait tout à l'heure, que
tu sais, le NPA, la nouvelle armée populaire, créée en 69 aux Philippines, qui est donc un mouvement communiste, s'est répandu depuis, encore une fois, des décennies partout aux Philippines, plus particulièrement, et on connaît bien parce qu'on a été tourné aussi un film là-bas sur l'île de Mindanao. Ah ouais. C'est une vraie guérilla qui perdure depuis très 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 longtemps. Et on a eu, et là pour le coup, on nous l'a dit, confirmation par l'État de Batu que des armées étaient en poste dans la forêt, avaient investi certaines grottes pour y planquer des armes. Isa le disait aussi tout à l'heure, et ça c'est tout récent en septembre dernier, donc il y a eu un raid des Marines philippins qui ont tué 5 hauts responsables du NPA, dont 2 femmes. Donc ça c'était fin septembre, tu vois, de cette année, exactement dans la région où on était. Et puis alors on nous a dit aussi, il y a un des Tao de Batu qui nous a avoué, une fois que la bombe avait explosé, que l'année dernière, des gens étaient venus avec la tête de son père, ils l'avaient décapité, pour lui dire, on est là, si tu ne dis rien, tout se passera bien, sinon ça sera ton tour. Donc tu vois dans quel environnement ils peuvent vivre de terreur, parce que ces gens effectivement se cachent dans des endroits incroyables et terrorisent toute la population. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps aussi, il y a eu une exécution. Ils ont exécuté 20 villageois, pour donner l'exemple, en disant, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, voilà ce qui peut vous arriver. Donc, Ouais. voilà aussi ce que vivent les Tao de Batu. D'accord. Et ça, c'est terrifiant. Enfin, on a petit à petit senti quand même que les choses évoluaient tout au long du tournage. Au début, c'était plutôt apaisé. Mais je crois que des gens ont su qu'on était là et on a senti que les Tao de Batu changeaient vis-à-vis de nous. Et on les sentait plus inquiets. Et puis on sentait aussi que les gens qui nous accompagnaient étaient aussi de plus en plus inquiets. Sans nous le dire, ils ne voulaient pas non plus nous paniquer en disant on va se faire trucider d'une minute à l'autre. Donc, la menace se précisait peut-être avec les différents enjeux, dont le minerai, et puis la NPA, et puis d'autres groupes qui étaient dans le coin. Alors, pardon, parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, donc elles reviennent aussi un peu différemment. Mais alors, il y a une Bénédicte qui pose la question comment faire la différence entre découverte de ce magnifique peuple et le voyeurisme. Bon, voilà, c'est une question qu'on peut poser. Hein. Et puis aussi, est-ce qu'on peut éviter, est-ce qu'ils peuvent éviter, vu leur faible nombre, la consanguinité, ne sont plus que 200, donc je pense qu'il n'y a pas de mélange intertribaux hein, au sein du groupe ethnique des Palawan. Les Tao de Batu restent ensemble. Voilà. Et puis, en corollaire, est-ce qu'il y a une politique officielle, tu en parlais un peu tout à l'heure, de manie de l'État philippin, donc vis-à-vis des Tao de Batu aujourd'hui? Qu'est-ce qui veut répondre là-dessus, Isabelle, peut-être ou... Non, moi je parle de la consanguinité, puis après tu parleras du voyeurisme, peut-être. La consanguinité. Non, je sais pas, ou l'inverse. Moi je veux bien parler du. C'est l'œil du caméraman. Ouais, non. Consanguinité, vas-y. Non, mais c'est une question intéressante aussi, bien sûr. À chaque fois qu'on va dans un endroit dans le monde et qu'on ramène un reportage, que ce soit photo ou film. Oui, on peut être taxé de voyeurisme, mais à la fois, d'abord, c'est vraiment à des années-lumière de notre état d'esprit. Ce qu'on veut, c'est témoigner. Ça reste quand même des témoignages. Ça reste des témoignages dans le marbre pour que ça perdure et pour qu'on n'oublie pas. C'est une espèce de mémoire vivante, si tu veux, les films et les photos, comme tout ce qu'on fait. Et puis surtout, essayer de partager des moments très importants, des moments clés de certaines personnes dont la vie bascule. Tu parlais de devenir fameuse en Oscar, et puis on en a fait d'autres depuis avec Isabelle, dont une collection sur la construction d'une route. Qu'est-ce qui se passe quand la route arrive quelque part dans le monde, là où il n'y a jamais eu de route? Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? On aime aussi être les témoins
un peu privilégié de moments importants que les gens vivent. Alors, ouais, ça, on l'a compris, hein. Ça, c'est vraiment, ça sent dans le film et puis aussi dans ton œuvre précédente. Pardon de vous couper, mais j'ai encore beaucoup de questions. Il faut qu'on rende l'antenne, enfin qu'on reste ensemble pour parler de la clôture du festival et on va retrouver les autres intervenants à l'instant, puis toute l'équipe. Mais rapidement, donc, toi, ta réaction là-dessus, Isabelle, sur, c'est pas une accusation, hein, c'est simplement, voilà, bah, c'est vrai, on se retrouve à un moment aussi pour mes livres et mes reportages avec une ethnie, puis on repart. Voilà, est-ce qu'on est en totale empathie, puis il faut bien revenir chez soi et puis témoigner. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de cet aller-retour? Je pense que, alors concernant finalement le voyeurisme, on a envie de montrer des gens qui sont beaux et qui font des belles choses et qui vivent d'une manière encore belle et attrayante et un peu différente. Et voilà, donc je pense que ça, c'est notre ligne. Après, dire si c'est voyeur ou pas voyeur, à partir du moment où on va chez quelqu'un et vivre chez quelqu'un et qu'on raconte comment c'est chez quelqu'un, ben, de fait, peut-être on est un peu voyeur, mais je ne sais pas, mais je ne trouve pas que ce soit un défaut d'être. Je dirais plus que c'est une curiosité et un goût pour aller rencontrer l'autre que du voyeurisme. On a bien senti qu'il y a le passage. Finalement, on fait tous un peu le même métier, mais aussi les enseignants, les documentaristes, les écrivains, les auteurs documentaires, les photographes. On passe, et quelquefois aussi quand on est parent, on fait passer quelque chose, on a appris, puis on passe. Et vous êtes aussi dans le passage à la transmission d'un relais. Alors, ça peut être un monde perdu, ça peut être un monde en renaissance et d'espoir, mais je trouve qu'il y a, même s'il y a un peu de finitude, même beaucoup, il y a aussi un message d'espoir. En tout cas, montrer ces ethnies, c'est important. Alors, je lis rapidement, hein, mais je suis obligé de rendre l'antenne et il y a encore des questions. Je regarde si je n'en ai pas oublié. Consanguinité, c'est bon. Bon, allez, Pierre dit simplement, c'est une affirmation. On peut peut-être simplement leur laisser leur territoire et ne pas essayer de les sauver. Mais là, on voit bien aussi à travers votre film que le territoire même est menacé. Pascal, merci avec les mains jointes à la bouddhique pour ce festival devenu un rendez-vous incontournable. Bravo, ne lâchez rien. Pascal encore, bravo pour ce dernier documentaire. Comment répondre à la question de ce qu'on pourrait faire pour eux quand quelque part nous ne savons pas ce que nous devons faire pour nous. Un documentaire qui bouleverse vraiment. Voilà, je suis obligé de rendre l'antenne, mais reste avec nous, hein, parce qu'on est avec les autres intervenants et participants, en tout cas artisans du festival. Voilà, j'étais ravi de vous accueillir. Vous êtes des beaux invités. C'est un beau témoignage, c'est un beau film, c'est une belle clôture de festival, effectivement, parce que même évidemment, s'il y a beaucoup d'inquiétudes et des menaces, il y a aussi l'espérance du témoignage, de passer le relais à d'autres. Et puis voilà, vous êtes des cinéastes, documentaristes engagés. Donc voilà, on attend la suite, hein, le prochain film. Aidez-nous à parler des peuples premiers. Et pardon, on n'est pas en présentiel, mais c'est aussi la magie d'un festival que de présenter les gens. En tout cas, Patrick Bernard, qui a fait l'Arunachal Pradesh, et aussi les gens de l'expédition 5300 nous regardent sûrement. En tout cas, on a les liens. Je crois que c'est bien qu'on reste en relation tous pour pouvoir échanger, pour pouvoir témoigner. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Restez avec nous et je passe la parole à Cathy, à toute l'équipe. J'ai vu Jeanne apparaître. Voilà, merci beaucoup. Et le festival va donc finir avec Élise. Je vois Cathy Desplat, Bénédicte qui arrive et les autres. À toi, Cathy. Merci encore à vous deux. Merci, Olivier. Merci infiniment. Merci, Isabelle. Et voilà l'équipe. À toi. Bonjour à ceux que j'ai pas vus arriver. Nicolas se cache. Nicolas est encore caché. Merci à vous tous. Voilà, Nicolas est là. Jade va arriver. Donc moi, je voulais remercier tout le monde pour ce festival en ligne qui n'a pas été toujours très simple à monter. L'équipe entière qui a donné un travail énorme pour arriver à monter ça en un temps record. Et je voulais aussi remercier tous les financeurs, et là je vais prendre juste quelques secondes pour les citer parce que c'est quand même important. Ils nous ont fait confiance malgré toutes ces soucis, ces doutes que nous avons eus. Donc, je vais commencer par la mairie de Toulouse, le Grand Toulouse,
le département de la Haute-Garonne, la région Occitanie, la fondation Iris, qui est un fidèle mécène à nos côtés, et puis la Société des explorateurs qui a été bien représentée, qui est à nos côtés depuis déjà quelques années aussi. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir eu avec nous, et même si on n'est pas en présentiel, j'espère que l'année prochaine, nous pourrons nous retrouver au muséum tous ensemble. Voilà. Alors, un grand merci à Olivier et à Stéphane qui ont fait qui ont animé et qui ont porté ce festival et qui nous ont soutenus tout le long. Et je vais laisser peut-être la parole à Bénédicte. Bénédicte. Écoutez, bonsoir à tous. Ce fut des journées intenses en émotion. Donc moi, je voulais remercier Isabelle, sont les derniers à être là aujourd'hui. Je voulais remercier tous ces merveilleux réalisateurs. Vous nous avez fait vibrer. C'était émouvant. Et tout à l'heure, j'ai parlé de voyeurisme parce que quelque part, je me dis, on va chez eux, mais s'ils venaient chez nous, qu'est-ce qu'ils verraient? Est-ce qu'on serait fiers de nous? Moi, c'était ça en fait. Parce que je trouve qu'eux, ils sont fiers d'eux. Et tout ce que vous nous avez montré, ce sont des peuples fiers. Et rien que ça, je pense qu'il faudrait qu'on soit bien plus humble dans la vie de tous les jours. Et donc, merci pour ces témoignages. Vous nous faites vivre des choses qu'on ne vivra jamais. Mais à travers vous, c'était merveilleux. Voilà. Moi, je vous dis tous merci. C'est le seul mot que je puisse vous dire. Et revenez vite et montrez-nous de si belles choses. Voilà. Merci à tous. Et donc, merci pour ces témoignages. Vous nous faites vivre des choses qu'on ne vivra jamais. Voilà, vient de nous rejoindre Mathilde. Alors, Mathilde qui est à la sélection des livres pour le prix du livre. Normalement, Françoise devait nous... voilà Laetitia qui nous rejoint. Alors, Laetitia est la représentante du muséum qui est en charge du festival. Donc, à la technique, on avait Laetitia, Jade, un petit coucou Jade, Élise, un petit coucou, Nicolas, un petit coucou, et puis Christine et moi qui étions en arrière aux manettes aussi. Voilà. À la technique, on avait Laetitia, Jade, un petit coucou Jade, Élise, un petit coucou, Nicolas, un petit coucou, et puis Christine et moi qui étions en arrière aux manettes aussi. Voilà. Voilà. Et donc, il me reste maintenant à vous souhaiter une bonne soirée. Olivier, j'espère que tu nous rejoindras l'année prochaine. Nicolas, un petit coucou. T'as pas le micro? Puis Christine et moi qui étions en arrière. Je serais ravi si je suis en France, mais en tout cas... voilà. Si je ne suis pas là, je m'engage à vous aider à trouver des pépites, j'espère aussi belles que le film d'Isabelle et de Jean-Michel, et de les faire circuler, parce que c'est beau aussi d'échanger, etc. Même si je ne suis pas là, le faire en amont avec les explorateurs, les autres festivals. En tout cas, moi, je voulais vous dire combien je serais ravi de présenter les films des autres, les œuvres. Je m'engage à vous aider à trouver aussi, j'espère aussi belles à Capucine Trochet, de les faire circuler aussi des choses. Voilà, de commenter ces rencontres diverses et variées. En tout cas, c'est une belle sélection. Vous dire combien je serais ravi de présenter, remercier toute la technique, tous les artistes, les pages, je m'engage à vous aider à trouver aussi la sélection. J'entends effectivement la sélection depuis le départ qui était bonne. Je sais que c'est pas facile. Vous y êtes arrivés. Et on a pu faire un festival en ligne. Et voilà. Et merci aussi aux spectateurs parce qu'on a eu de bons retours depuis quelques jours. Et voilà, merci beaucoup. C'est un beau travail et je suis fier
fier pour vous. Hein, voilà, je suis ravi et heureux et que l'aventure continue. Et ce beau mélange, puisqu'on a vu des films un peu de tous horizons sur des thématiques diverses et variées, des livres aussi, mais tout cela se croise. Hein. Je pense que le point commun, c'est aller voir l'autre, être curieux des autres, revenir témoigner. Et puis finalement, j'insiste un peu pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais l'aventure humaine, voilà, c'est ça qui est le plus important. On peut pratiquement plus rien découvrir dans le monde, hein, mais en tout cas, on peut faire connaître, faire sentir et rapporter avec nos yeux, notre émotion, notre cœur, notre âme, et que ça continue. Vive l'aventure humaine. Et merci à vous. Merci beaucoup. Jade, il te revient de clôturer tout. Toi, la chef de projet, tu veux dire quelques mots? Oui, alors je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé, toute l'équipe en fait, qui m'ont aidé ces dernières semaines à mettre en place ce festival numérique. Et également tous nos invités de cette année qui ont joué le jeu et ont participé à ce festival. Voilà, un grand merci et merci pour tous ces beaux travaux, tous ces beaux films et tous ces beaux échanges. C'était encore une très belle édition. Et ce fut un plaisir de t'aider. Alors moi, je voulais toute dire, l'équipe. je confirme, un grand plaisir, Jade. Moi, je voulais justement vraiment féliciter toute la technique, enfin, tous les membres de l'association, enfin, les permanents qui ont réalisé un festival super. Voilà, vraiment super. Et ça a été un régal de suivre. Voilà. Et Olivier, quand tu sortiras ton livre, tu le dis pour si on peut le sélectionner. Cathy, on t'entend pas, tu as le son Avec plaisir, coupé. ouais. On va Hein? peut-être s'arrêter là et vous donner rendez-vous l'année prochaine. Avec Voilà. plaisir. Donc, Merci, bonne soirée à tous et bonne bravo soirée encore. à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci Au revoir. Bisous virtuels. Bye. Bientôt.